Bonjour, c'est le troisième numéro de Mediafact, l'émission de décryptage de la rédaction. Aujourd'hui, le traité transatlantique. Ce traité, vous le savez, suscite une intense mobilisation. Par exemple, c'était à Berlin le 10 octobre dernier. 250 000 personnes ont manifesté. On regarde ces images filmées et montées par des opposants au traité transatlantique. Et en face, la Commission européenne, dans un film de communication, nous décrit le monde merveilleux du traité transatlantique. So the EU is negotiating a new trade and investment agreement with the US. It's a big deal in many ways, and yes, it affects you. That's the whole idea. The Transatlantic Trade and Investment Partnership, or TTIP, would boost growth and create jobs across the EU. Alors, avec nous pour démêler le vrai du faux sur ce traité transatlantique, Ludovic Lamant, journaliste à Mediapart, basé à Bruxelles. Ludovic, c'est quoi ce traité transatlantique ? Alors en fait, le traité transatlantique, c'est un vieux serpent de mer à Bruxelles. L'idée, c'est de créer un marché qui concernerait plus de 820 millions de citoyens. Le plus grand marché du monde, quoi. Oui, absolument. Et techniquement, les États membres de l'Union européenne ont donné un mandat à la Commission pour que la Commission négocie. Ça s'est passé au printemps 2013. Et en fait, depuis, les négociations avancent à un rythme assez lent, secteur par secteur. Et on vient, juste pour avoir une indication, de terminer le 11e round de négociations entre Américains et Européens. Ça, c'était à Miami. Et on devrait avoir un prochain round de négociations à Bruxelles d'ici la fin de l'année. Donc ce traité est-il négocié en secret, comme on l'entend souvent ? Est-il dangereux, comme on l'entend souvent aussi ? Et que fait plus spécifiquement la France dans cette affaire ? C'est ça qu'on va regarder avec vous. Et on va commencer évidemment par la grande critique qui est faite à ce traité, c'est son opacité. On écoute l'eurodéputé écologiste Pascal Durand et on commente juste après. La Commission négocie de manière totalement opaque. Oui. On n'a pas accès aux documents, ou à peine. Enfin, je veux dire, il y a On ne sait pas ce qui se passe On ne pendant sait les pas ce rounds qui de se passe. Les négociations se font de manière. On a des documents dans une data room, c'est-à-dire une salle de lecture où on ne peut pas prendre en photo. Enfin, bon, bref, passons. Il y a un déficit démocratique majeur et c'est toujours très dangereux. Pourquoi est-ce qu'on cache les choses ? Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas ce qui se négocie ? Ludovic, les négociations sont-elles aussi secrètes que ça ? Oui, alors Pascal Durand, dans l'extrait qu'on a passé, a en grande partie raison. Juste, il faut dire, les choses se sont un peu améliorées, mais il faut dire qu'on part de très très loin. Alors juste une anecdote, mais qui est plus qu'une anecdote en fait. Quand les États membres ont demandé à la Commission de négocier, en fait, le mandat initial n'a jamais été publié sur le coup. Il a fuité dans la presse assez rapidement, mais il a fallu attendre octobre 2014, c'est-à-dire plus d'un an, pour que les États membres consentent à juste publier le document. À une époque en plus où les négociations avaient déjà commencé, et donc c'était un document presque périmé. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté à récupérer les documents de base. Alors avec la commission Juncker qui s'est mise en place en octobre 2014, les choses se sont un peu améliorées. Disons que la commissaire au commerce, Cecilia Malmström, a l'air d'avoir compris que c'était un vrai sujet, cette question de l'opacité, et donc elle a commencé à répondre à ça. La Commission a créé un site internet spécial sur le TTIP dans lequel on peut trouver des documents, des position papers, c'est-à-dire en gros la position de la Commission quand ils vont négocier secteur par secteur. Donc que négocie la Commission sur l'alimentation, la santé, etc. Alors c'est mieux, c'est même beaucoup plus transparent que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent sur des négociations de libre-échange pour des accords avec la Corée du Sud, etc. Mais ça reste très insuffisant. Alors, il y a deux problèmes qu'on peut mettre en avant. C'est que c'est quasiment impossible d'avoir accès à des documents de la négociation en temps réel. Oui, donc c'est des documents périmés qu'on a sur ce site internet. Ou alors, c'est des documents très généraux, très lisses. Et ce à quoi Pascal Durand fait allusion dans l'extrait qu'on a passé, c'est qu'il y a aussi une poignée d'eurodéputés et des représentants de gouvernements européens qui ont le droit de se rendre dans des ambassades américaines, dans des pays de l'Union européenne, pour consulter les documents
consolidés, c'est-à-dire les documents sur lesquels il y a eu un accord pendant les rounds de négociations précédents, mais c'est les seules personnes qui peuvent le faire. Donc c'est vraiment très secret comme ça, et dans des ambassades américaines le plus souvent, donc c'est quand même assez problématique. C'est ça. Il n'y a pas un endroit, par exemple, qui a été mis en place par la Commission pour consulter ces documents. Ok, donc ça c'était pour le volet opacité, secret des négociations. Maintenant, on va évoquer le fond du dossier, c'est-à-dire la dangerosité supposée de ce traité transatlantique. Et on écoute pour ça Suzanne George, la présidente d'honneur du mouvement altermondialiste ATTAC en France. Et ATTAC a lancé une grande pétition contre le traité transatlantique. Alors c'est surtout un traité où les Américains veulent détruire ce qu'ils appellent les barrières non tarifaires ou les barrières derrière les frontières. Et c'est quoi ces barrières? Nos normes sur la nourriture, sur les produits chimiques, sur le travail, les salaires, sur l'environnement, les OGM. Enfin, je peux continuer longtemps là-dessus, mais des choses où nous sommes effectivement mieux protégés que les Américains et que les Américains considèrent comme des barrières au commerce. Ludovic, de quoi parle Suzanne George quand elle parle de barrières non tarifaires que les Américains veulent abolir? Et est-ce que là-dessus, elle a raison? Oui, alors en fait, ça c'est un point important pour bien comprendre la nature spécifique du TTIP. C'est qu'il n'est plus du tout question en fait, de baisser les droits de douane entre l'Union européenne et les États-Unis. Tout simplement parce qu'en fait, ces droits de douane sont déjà très bas. Les accords du GATT, l'OMC sont passés par là. Et du coup, en fait, on parle plutôt d'un accord de nouvelle génération parce que l'important, c'est d'harmoniser les normes, les réglementations qui vont permettre de renforcer les échanges entre les États-Unis et l'Europe. Alors, autre type de critique dans un autre genre, à l'extrême droite, critique très directe de Marine Le Pen, l'eurodéputée Marine Le Pen. Avec ce traité, c'est l'agriculture européenne qui va disparaître, qui va mourir. Et en gros, on va tous manger demain du bœuf aux hormones ou du poulet à la javel. On écoute. Toutes les normes environnementales, agricoles et alimentaires seraient modifiées au profit de grandes firmes multinationales. Cela signifie que demain, vous et vos familles pourriez manger du bœuf aux hormones, du poulet à la javel, du porc à la ractopamine, les OMG fabriqués en masse aux États-Unis, etc. Ludovic, ce que dit Marine Le Pen, c'est une réalité ou c'est des fantasmes? Alors ce qu'on peut déjà dire, c'est que l'opacité dont on a parlé au début de l'émission joue à plein et renforce les peurs, les fantasmes. Et évidemment, ça permet à certains adversaires du TAFTA et TTIP de grossir encore les périls. Alors sur l'histoire du poulet chloré, c'est une critique qu'on a beaucoup entendue, qui n'est pas seulement relayée par Marine Le Pen. Techniquement, ce qui se passe, c'est qu'on désinfecte de manière différente les poulets en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, on utilise du chlore, ce qui est interdit dans l'Union européenne depuis 1997. Les Américains disent que ça ne pose aucun risque sanitaire. On en est là. Et on sait que les Américains aimeraient bien en passer en force sur ce sujet en profitant du TTIP. Alors, à ce stade, la Commission ne cesse de répéter qu'il n'y aura pas de poulet chloré dans le TTIP. On peut aussi rappeler que dans le mandat initial, il a bien été écrit noir sur blanc, après ça vaut ce que ça vaut, que les normes sociales, sanitaires, environnementales côté européen seront respectées pendant la négociation. Et dernière petite chose, le Canada, l'accord qui a été négocié entre l'Union européenne et le Canada précise bien, par exemple, que le bœuf aux hormones est interdit des échanges. Donc ça laisse plutôt penser qu'on est sur une approche un peu prudente. Après, évidemment, il faudra regarder en détail le chapitre sur les normes phytosanitaires qui va finir par être rédigé. Ce que je voudrais dire ici, c'est que Marine Le Pen utilise des sujets qui sont très grand public, qui parlent au grand public, mais peut-être que les vrais dangers du TTIP sont ailleurs. Moi, je pense par exemple aux négociations qui sont en cours sur les services financiers. Il y a beaucoup d'intérêt, aussi des banques européennes à venir sur ces marchés-là, avec des risques sur la dérégulation financière. Sur les questions d'environnement, là, il y a quelques jours, il y a la position de l'Union européenne sur les questions de développement durable qui a été sortie dans la presse. Oui, qui a fuité, qui n'a pas été donnée officiellement par la Commission européenne, qui a fuité comme d'habitude. En fait, qui était juste la position un peu de... l'Union européenne disait ce qu'elle voulait négocier et obtenir, et on se rend compte qu'il y a par exemple très très peu de langage précis, contraignant, juridique, pour défendre vraiment, mettre en place des garanties sur la protection de l'environnement. Donc on se rend bien compte qu'il y a un fossé
entre parfois des déclarations de principe et le concret de la négociation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, en fait, la Commission européenne, ça c'est un autre argument qu'on va avoir, souvent pour vendre ce traité transatlantique, elle dit en fait, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La question est, pour favoriser le commerce, il faut simplifier les normes qui existent. On écoute par exemple la commissaire donc Cecilia Malmström qui donne des exemples très précis de ce qui pourrait être fait pour simplifier les normes et donc faciliter le commerce. Par exemple, elle cite les crash tests des voitures ou dans un tout autre domaine, les huîtres. On écoute. Par exemple, il faut faire 2 crash tests pour les voitures, l'européen et l'américain. Les 2 sont sûrs, mais si on peut trouver une manière de reconnaître une, on évitera ça. Pour les huîtres, les Américains testent les os où vivent les huîtres, nous testons la chair. Donc si on peut faire un test seulement, nous pouvons éviter beaucoup de bureaucratie, beaucoup de coûts, et c'est seulement 2 exemples. Ludovic, qu'est-ce qu'il faut penser des arguments de Cecilia Malmström ? Ce qu'on peut dire là, c'est qu'elle est plutôt habile, c'est-à-dire qu'elle donne des exemples qui sont assez consensuels. Très concret. Et on peut comprendre que des producteurs d'huîtres français vont peut-être trouver un avantage à ce qu'un TTIP se mette en place. Le problème, c'est qu'il y a bien d'autres secteurs qui sont concernés et que l'accord présente bien d'autres risques, on l'a déjà dit. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'accord va même très très loin sur cette question de l'harmonisation des règles, puisqu'il y a un chapitre entier en chantier dans les négociations qui est consacré à ce qu'ils appellent la coopération réglementaire. Ouais. Alors l'idée, c'est carrément de créer un forum avec des experts américains et européens qui permettraient en fait, au fil des années, bien après la signature du TTIP, d'harmoniser au fil du temps les normes parallèlement au travail des parlements avec des élus, etc. Donc ça pose évidemment plein de problèmes, y compris sur le rôle d'un parlement par rapport à ça. Et des ONG sont déjà montées au créneau sur, par exemple, les risques de lobbying déguisé que ce type de forum pourrait provoquer. Oui, c'est en plus hors de tout contrôle démocratique. Et d'ailleurs, en plus, c'est intéressant parce que ça rejoint un autre problème de démocratie posé par ce traité transatlantique que soulèvent les opposants. C'est ce qu'on appelle l'ISDS en français, donc ISDS en français, un tribunal privé qui serait constitué d'avocats d'affaires qui pourrait être mis en place par le traité transatlantique et donc qui servirait à arbitrer les conflits entre les entreprises et les États. Et là, beaucoup de monde s'inquiète à ce sujet. On regarde à ce sujet une vidéo de l'eurodéputée du MoDem, Nathalie Griesbeck. Pour ma part, je suis totalement opposée au mécanisme de règlement tel qu'il a été annoncé, l'ISDS, en tous les cas tel qu'il est annoncé, et je suis favorable à la création d'une cour internationale publique qui pourrait être compétente pour ce type de litige. Ludovic, cette ISDS semble faire l'unanimité contre lui. Est-ce que c'est dangereux ? Alors, l'unanimité, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'un des morceaux de la négociation les plus compliqués, tendus, sensibles, et qui pourrait même faire capoter l'ensemble de la négociation. Et d'ailleurs, c'est tellement sensible que les discussions ont été gelées depuis 1 an à la demande des Européens, parce qu'en fait, il n'y a pas de position européenne sur la question. Voilà, en tout cas, depuis, ça c'était encore le cas depuis il y a quelques mois. Alors, en gros, tu l'as dit, c'est un mécanisme qui autorise des multinationales à attaquer en justice des États lorsque ces États prennent des décisions qui peuvent en fait tuer ou réduire leurs perspectives de bénéfices. Donc c'est un mécanisme qui avait été inventé notamment pour donner des sécurités juridiques aux entrepreneurs, par exemple dans des États un peu risqués, entre guillemets, avec des menaces de nationalisation d'entreprises, etc. Évidemment, des multinationales se sont emparées de ce mécanisme pour attaquer en justice des États, pour obtenir des compensations financières énormes. Et c'est tellement problématique dans certains cas que ça pourrait même, en fait, gêner la capacité d'un État souverain à dicter ses propres règles. Alors, ça peut paraître, là, comme je le raconte de manière très raide, assez effrayant sur le papier. Il faut dire que ce n'est pas totalement nouveau. Il y a même 3000 accords commerciaux dans le monde qui intègrent ce type de dispositif d'arbitrage privé. Et la France en a signé une centaine. Oui, donc ça existe déjà dans le droit international, etc. C'est déjà assez utilisé. Ouais. Et cette cour internationale, la publique dont elle parle, l'eurodéputé MoDem, qui pourrait être une solution pour échapper un peu à ce tribunal privé ? Oui, alors en fait, elle fait allusion à un travail qui a été mené par des capitales et par la Commission européenne face à la contestation quand même qui est très forte sur cette question-là dans les manifestations, de la société civile, etc. La Commission européenne a mis en place une consultation publique, c'était l'an dernier. Elle a proposé des éléments de réforme de cet arbitrage privé en début d'année 2015.
Et effectivement, pour les avocats de cette réforme, c'est carrément le début d'une nouvelle ère pour en finir avec ce type d'arbitrage privé opaque, avec beaucoup de conflits d'intérêts, etc. Là, l'idée, c'est carrément de mettre sur pied une cour internationale de règlement des conflits. Et donc, ce ne serait pas seulement les États-Unis et l'Europe, mais ça concernerait l'ensemble des pays du monde entier. Alors, il y a des gens qui sont beaucoup plus sceptiques et qui pensent en fait que c'est des éléments de réforme qui sont surtout là pour essayer de faire passer la pilule de l'ISDS en douceur. Alors, il faut aussi revenir évidemment sur le cœur de la défense aussi de la Commission européenne ou des milieux patronaux en Europe, qui est de dire on a besoin de ce traité transatlantique parce que ça va créer énormément d'emplois. Est-ce que c'est vrai ? Oui, alors ça, sur ce point, on a essayé de faire un graphique avec différentes études qui essaient de voir un peu quels sont les bienfaits économiques du TTIP quand il sera mis en place. Alors, la Commission européenne, par exemple, prédit un gain qui est compris entre 0,5 et 1 point de produit intérieur brut. Il y a d'autres études, par contre, qui annoncent carrément une baisse du PIB, tout simplement parce qu'en fait, en renforçant les échanges entre l'Union européenne et les États-Unis, on va aussi baisser les échanges entre les États de l'Union européenne eux-mêmes. Donc, ce qu'on peut dire à ce stade-là, c'est qu'on n'en sait rien. C'est ça. Bon. Donc, on a parlé de l'opacité, du secret des négociations, là, de l'aspect dangereux ou éventuellement bénéfique pour ces défenseurs du traité transatlantique. On va finir quand même sur la position française. Qu'est-ce qu'en pense le gouvernement ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'à 1 an et demi d'écart, eh bien, François Hollande a dit 2 choses assez contradictoires. On écoute. Pour nous, dès lors que les principes sont fixés, que les mandats sont donnés, que les intérêts sont connus, aller vite n'est pas un problème, c'est une solution. Nous avons tout à gagner à aller vite. La France veut que ces négociations puissent être un progrès et veut qu'il puisse y avoir des garanties qui soient apportées, aussi bien pour l'identification des produits, pour les appellations d'origine, pour la réciprocité, pour la transparence et plus largement pour les mécanismes de protection des investissements. Et donc d'un allons-y vite en 2014, on est passé d'un maintenant il faut quand même des garanties. Qu'est-ce que pense l'exécutif du traité transatlantique ? Ouais, déjà, moi je trouve que le Hollande et Valls en parlent très très peu. Bah oui. Ils se refusent à tout travail de pédagogie sur un chantier qu'ils ont quand même engagé eux-mêmes. Et la moindre des choses serait qu'ils expliquent, y compris à leurs électeurs qui ont des inquiétudes là-dessus, pourquoi on s'est lancé sur ce chantier. Dans ce chantier. Alors, quand ils en parlent, effectivement, c'est pas toujours de manière très prudente. Je rappellerai juste quand même qu'au printemps 2013, au moment du fameux mandat qui a été confié à la Commission européenne, la France était montée au créneau au nom de la défense de l'exception culturelle pour obtenir le retrait de la négociation des services audiovisuels. Donc ça, c'est présenté comme la grande victoire de Paris sur cette question-là. Mais là, on vient d'en parler, on voit bien qu'il y a beaucoup d'autres problèmes. Par exemple, la question de l'ISDS, ça aurait été peut-être pas mal de poser cette question-là dès 2013. Donc là, on est toujours dans des phases de négociation. Là, il vient d'avoir des négociations, ça continue. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois ? C'est très incertain. Ce qu'on peut dire, c'est que les négociations ne font que commencer. Ça va encore durer très longtemps. La mobilisation de la société civile va se renforcer. Il va y avoir d'autres sujets qui vont monter. On ne va pas seulement parler d'arbitrage privé. Là, à court terme, peut-être que la clé pour l'avenir du TTIP, c'est plutôt pas du côté européen, mais du côté des États-Unis. Il y a certains observateurs continuent de penser que c'est possible d'avoir un accord d'ici la fin du mandat de Barack Obama. Ça paraît quand même très peu probable. Dans 1 an. Ouais, parce que c'est peu probable parce que les Américains ont mis toute leur énergie sur un autre traité de libre-échange qui est l'accord qui s'appelle Trans-Pacifique. Donc les États-Unis et 11 autres pays, notamment le Mexique, Singapour, l'Australie. Et ils vont déjà essayer de boucler ça d'ici la fin du mandat d'Obama. Voilà, donc ça, c'est à surveiller. Et côté Bruxelles, en fait, l'urgence, c'est peut-être pas forcément le TTIP à surveiller, mais c'est plutôt l'accord avec le Canada, dont on a dit un mot tout à l'heure. Cet accord, lui, il est terminé. Les négociations sont terminées. Maintenant, il reste la phase de ratification. Et donc, on peut s'attendre à ce que dans les mois, peut-être l'an prochain, au Parlement européen, il y ait un vote là-dessus. Et l'accord CETA contient
le fameux ISDS dont on a parlé sur l'arbitrage. Ok. Merci Ludovic. Pour terminer, si vous voulez prolonger 2 livres que Ludovic a sélectionnés parmi tous ceux qui existent sur le sujet, ce livre, Dr TTIP et Mr TAFTA par Maxime Vaudano aux éditions Les Petits Matins, et puis Les naufragés du libre-échange de l'OMC au TAFTA, coédité par Attac, donc aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci à 5e Étage Productions et à très vite sur Mediapart.